Bonjour à toutes et tous. J'ai le plaisir de vous introduire une chronique débat animée par Bloop, intitulée Scolarité et JDR, qui va revenir en première partie sur le jeu de rôle comme un outil d'apprentissage en présentant un exemple pratique, puis ensuite qui va ouvrir sur la question de l'impact sur la sociabilité des élèves de la pratique du jeu de rôle dans un cadre scolaire. Moi, je vais vous parler de jeux de rôle et de scolarité, car c'est le domaine dans lequel je travaille. Je suis en master de devenir professeur d'art plastique. Et j'aimerais vous présenter le jeu de rôle comme un outil d'apprentissage pour les élèves. Le jeu de rôle, il est déclencheur de spontanéité et il laisse place à la créativité. Et donc, il peut être considéré comme un outil pédagogique au même titre que les autres. Il permettra aux élèves de développer leur curiosité, l'expression ou la sociabilisation. Aujourd'hui, un des problèmes principaux rencontrés par les professeurs, c'est la réception du cours par les élèves. Et du coup, les professeurs doivent trouver des dispositifs d'apprentissage. Autrement dit, s'il faut définir par quelle activité l'élève va-t-il apprendre. Un dispositif, c'est la façon dont l'enseignant va trouver pour enseigner des notions. L'éducation nationale pousse les enseignants depuis assez récemment à rendre actifs les élèves dans leurs apprentissages et notamment dans le but de les rendre autonomes. Seulement, si les élèves sont acteurs de leurs apprentissages, il faut prendre en compte qu'ils ont tous des personnalités différentes et donc tous des implications différentes en fonction de l'élève. Ça peut être individuellement, ils peuvent être passifs à l'écoute du professeur, qui est la méthode très classique du cours, ou il peut rechercher par lui-même des solutions nouvelles, ou ils peuvent réutiliser des connaissances à des questions déjà vues dans des cours précédents. Mais l'implication, elle peut se faire aussi en groupe. Ils peuvent être passifs, mais votant dans les activités, ou participent activement à la prise de décision du groupe, ou alors ils peuvent être meneurs du groupe. Ça dépend encore une fois de la personnalité de l'élève. Le jeu de rôle, parmi tous les dispositifs, il permet aux élèves d'être acteurs, mais aussi créateurs de chacune des situations qu'ils jouent. Évidemment, le cadre, il est posé par le professeur, parce qu'il faut quand même répondre à des attentes de la matière enseignée, mais c'est la façon dont les élèves apprennent les notions, qui est presque unique à chaque partie finalement, en fonction de comment le jeu de rôle est proposé. En classe, le jeu de rôle, il peut prendre plusieurs formes, allant d'un simple personnage joué, mais ça peut être aussi l'atteinte d'objectifs pour ce personnage, et ça peut être dans un lieu fictif ou pas, posé. Toutes les matières, elles peuvent être enseignées par le jeu de rôle en soi. Ça peut être par exemple des combats par des énigmes mathématiques, une création de contexte en histoire ou en français, ou des créations de personnages ou de décors en art plastique ou autre matière artistique. Et ça peut d'ailleurs mener à des projets interdisciplinaires qui sont très sollicités aussi par l'éducation nationale, qui aide aussi au divertissement des élèves dans le cadre scolaire. Je vais vous présenter un exemple. J'ai mon professeur de master qui avait créé un jeu de rôle qu'il avait mis en place sur 2 années avec ses élèves. Et je vais vous présenter un peu le contexte avec des petites images. Le lieu, c'était toujours lié aux arts plastiques. Les élèves devenaient des membres d'un atelier d'artistes. Le contexte de l'histoire, c'est que chaque travail proposé à la classe, il est présenté comme un contrat décroché par l'atelier. Donc, chaque sujet était un petit peu une mission. L'objectif des élèves vis-à-vis de leur personnage, c'est qu'au fur et à mesure de l'évolution de l'atelier, les élèves gravissent les échelons, passant d'assistant à apprenti, puis artiste, puis humaniste, puis génie, par des systèmes de points et de récompenses déterminés par la réussite de leur projet, globalement. Ainsi, les élèves perçoivent plus aisément le monde de l'art. Donc il y a une question d'éducation sur le fonctionnement de l'art, à plusieurs époques d'ailleurs. Son mécanisme institutionnel, ses métiers. L'élève perçoit différemment les résultats obtenus et le dispositif cultive chez certains la volonté de réussir. Ça, c'est un retour qu'il y avait noté dans l'article que j'ai trouvé sur le site de Cardi, qui appuyait sur le fait que les élèves étaient beaucoup plus motivés dans le cours d'art plastique, qui peut être souvent considéré comme une récréation. Il y a un jeu qui a été créé sur l'évaluation du coup, qui permet d'amener l'élève à diriger sa pratique artistique vers une pratique personnelle, mettant l'accent sur ses points forts. Et en fait, ils vont gagner un salaire en tant qu'assistant, apprenti artiste, humaniste ou génie. Ils vont gagner un salaire en fonction de leur réussite du projet, ce qui leur permet aussi, j'ai pas bien compris cette partie-là par contre, je m'en excuse, j'ai pas réussi à trouver plus de détails, mais ils avaient une influence sur l'évaluation, comme les compétences acquises ou les compétences évaluées. Dans les dispositifs pédagogiques, la responsabilisation des élèves face à leurs apprentissages leur donne un pouvoir que le professeur possède normalement, celui de diriger l'activité. L'élève devient meneur de l'activité. Maintenant, j'ai une question pour vous. En tant qu'élève lambda, pas forcément volontaire et non connaisseur du jeu de rôle, comment vous seriez-vous approprié ce pouvoir de diriger l'activité dans la classe?
Donc en faisant abstraction du côté fan de jeux de rôle, hein. Du coup, c'est la partie compliquée. Ah, moi, je pense que j'aurais été dans le fond à faire vaguement des propositions, mais à pas vouloir assumer le rôle de lead, je pense, si je projette mon moi du passé. Parce que la personnalité, elle joue trop sur la volonté, peut-être. Ouais, ou sur le fait d'oser proposer. Tu disais, c'était sur le fait d'évaluer, hein, que tu nous poses la question, ou de s'approprier le rôle de prof, hein, c'est ça? Oui, dans un sens, oui. Pas forcément dans l'évaluation, mais la prise de décision, en fait, dans l'activité, et même l'activité qui peut être créée par les élèves en réponse à des demandes scolaires, évidemment. Par exemple, on peut commencer par est-ce que ça vous aurait plu d'avoir ce pouvoir en classe? Ou est-ce que ça aurait posé problème vis-à-vis de la relation professeur-élève, qui est très hiérarchique? De mon côté, pareil, je me reprojette vers la période collège-lycée où ça m'aurait pas posé problème parce que je me souviens de certaines matières où on avait des expériences comme ça de renversement de l'autorité et que je sais que, bon là, c'est pas moi en tant que personne qui me projette directement, mais pour avoir des proches qui sont dans l'enseignement et qui justement utilisent des méthodes, donc tout ce qui va être par îlot, réflexion détaché de la personne qui enseigne, etc. Et que toutes ces choses-là, ça marche très bien. J'ai conscience que du côté que ça marche. Par contre, pour répondre plus spécifiquement à ta question avec la projection, moi, en tant que personne neuroatypique, on m'aurait mis ça entre les mains que ça m'aurait encore plus paniqué. En fait, déjà, l'école, pour moi, c'était quelque chose de panique à l'époque. Très honnêtement, on m'aurait mis ça entre les mains, cette responsabilité-là en plus. Ça aurait été panique parce qu'en fait, à la moindre micro-décision que je faisais, situation de harcèlement notamment, mais pas que, ça rentre dans la table. Suivant ce que tu vas dire, suivant ce que tu vas faire, c'est des prises en plus pour possiblement encore plus de harcèlement. Même si ça se passe dans le cadre d'un jeu, même si ça se passe dans le cadre d'une salle de classe, l'histoire ne s'arrête pas que aux quatre murs de la classe. Et donc, du coup, suivant comment le dispositif est amené, si vraiment il y a cette histoire de renversement et on me le met comme ça sur les bras, je saurais pas quoi en faire. Du coup, j'aurais fait le lien de je suis forcément gênant, donc j'aurais été gêné. Et de par cette gêne, ça aurait donné prise possiblement à un renouvellement du harcèlement, qui de toute façon ne s'arrête jamais parce que en réalité, c'est juste une histoire de on cherche les prises pour harceler quelqu'un, mais en fait, que ce soit ça ou que ce soit quelque chose d'autre, c'est une prise et on la prend. Ce serait pas l'activité en elle-même qui aurait été génératrice de harcèlement parce que ça aurait été juste une énième relance et si c'était pas ça, ce serait quelque chose d'autre. En tant qu'élève, moi, je sais que c'est le genre de situation qui pouvait me mettre très mal à l'aise. Je ne l'ai pas vécu, le fait d'être intégré comme ça dans un jeu de rôle et qu'on renverse la chose comme ça. Mais je sais que c'était le genre de moment où, justement, on ne peut pas suivre un code de conduite qu'on nous enseigne, que l'école nous enseigne parce que c'est une situation nouvelle. Les situations nouvelles, soit pour les personnes harcelées, soit pour les personnes neuroatypiques, ça peut être générateur de beaucoup de problématiques. Est-ce que, du coup, selon toi, c'est une vraie question, je n'ai pas la réponse, le cadre doit être très, très, très détaillé par le professeur pour éviter ce genre de comportement? Ou est-ce que c'est quelque chose d'inévitable? Je pense que tout se joue sur la manière dont c'est désamorcé par le professeur, justement. Un exemple que j'ai, ma sœur qui fait de l'enseignement et qui, je trouve, enseigne vraiment de manière très pertinente. J'ai pu discuter avec elle d'enseignement. Tout se joue à chaque fois au niveau des relations entre élèves sur la manière dont elle va désamorcer les choses. S'il y a un élève qui est en difficulté, suivant la manière dont elle désamorce la situation, l'élève en fait va être presque mis sur un piédestal par ses camarades, alors que objectivement il a échoué et que ça pourrait être une raison de le moquer. Mais juste par la manière dont elle va détricoter la situation et dont elle pose les phrases, les mots sur comment est-ce que l'activité se déroule, juste ces quelques mots peuvent en fait rallier toute la classe à dire ah bah non en fait c'est pas considéré comme quelque chose de bizarre, c'est pas quelque chose qui est sujet à moquerie, etc. Et donc je pense que c'est inévitable dans le sens que forcément c'est des choses qui peuvent arriver, mais que par contre ça peut être désamorcé. Et que si c'est très bien fait, justement, au contraire, ça peut être une situation où un élève qui est en difficulté socialement peut peut-être se retrouver hissé, poussé, propulsé et aidé au final par la situation. Parce qu'on peut voir d'autres facettes de lui par l'activité.
Oui, bah, ce serait l'objectif principal, mais effectivement, il faut que ce soit vraiment très bien désamorcé par le professeur. Vis-à-vis des notions pédagogiques dont j'ai parlé plus haut sur la responsabilisation des élèves, acteurs de leurs apprentissages et l'implication, la curiosité, l'autonomie, tout ça, est-ce que selon vous, le jeu de rôle a sa place à l'école? Moi, je pense que oui et même si je les connais pas personnellement, j'ai déjà suivi, des personnes, qui, sur Twitter et Blue Sky mettaient en avant les, progrès en JDR ou les envies, les attentes, d'un petit groupe de joueuses, qui, étaient assez jeunes, il me semble. Petit groupe de joueuses qui en plus, s'auto-organisaient, enfin faisaient FJ, de leur côté, hein. Donc c'était un club autonome a priori et ça avait l'air très chouette, vu de l'extérieur. Donc moi, ouais, je pense que ça a tout à fait sa place, que ce soit comme activité de loisir ou comme activité pédagogique. Moi, je vais faire ma citation pédante. Je vais revenir à Condorcet, enfin une formule apocryphe qu'on lui a attribuée, mais qui n'est pas la sienne, qui est que l'école est là pour former des citoyens difficiles à gouverner. Et pour moi, c'est ça l'idéal de l'enseignement. C'est vraiment tout est dans cette phrase-là. Le jeu de rôle à l'école peut permettre d'avoir une dimension sociale très différente de ce qu'un cours peut apporter. Et on peut se dire légitimement, mais qu'est-ce que ça a sa place à faire là? Moi, je poserais plus la question dans le sens, qu'est-ce que des mathématiques ont à faire là ou qu'est-ce que de la lecture a à faire là? Bah, c'est pareil en fait, on forme des personnes pas à faire, mais à être aussi. Je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Avant de parler de l'impact sur la sociabilité, j'aimerais désamorcer quelques avis négatifs. Possible, peut-être. En tout cas, exprimer mon point de vue sur la question de la ludification ou de la gamification des cours, qui peut poser problème soit chez des élèves parce qu'ils sont réticents, chez des parents parce qu'ils ne comprennent pas et qu'ils sont à fond dans les études de leurs enfants, dans l'établissement aussi parce que quand on crée des projets, alors pas forcément dans un cours, mais en plus, il faut le justifier auprès de l'établissement pour qu'il accepte qu'on le fasse. Et il pourrait se dire non, c'est bizarre. Et il pourrait penser aussi que les élèves vont porter moins d'importance à l'apport de connaissances, qui est un bon argument en soi, et mais du coup plus d'importance à la récompense du jeu. Donc il n'y a plus de curiosité d'apprendre de l'élève, ou encore que le jeu décrédibilise la discipline. Mais en soi, comme je l'ai dit juste avant, le JDR, c'est un moyen d'acquérir des connaissances, c'est un dispositif pour atteindre un but. La réflexion, la curiosité, la méthodologie aussi du cours sont toujours utilisées afin d'atteindre ce but. Seulement, c'est fait dans un contexte de jeu. Et en plus aussi, cette méthodologie, réflexion, curiosité, ils auront plus d'intérêt à les utiliser lorsqu'elles seront nécessaires pour avancer dans l'histoire, plutôt que parce qu'il faut l'utiliser. Et ça devient du coup un réflexe, parce qu'il y a de l'amusement à le faire. Maintenant, je vais quand même vous présenter des petites recherches sur l'impact sur la sociabilité des élèves. Tu avais des retours sur le jeu que ton professeur avait mis, en place? Je lui avais demandé, déjà, je lui avais demandé s'il avait encore les ressources, cartes qu'il utilisait, tout ça. Il les avait plus. Et j'ai pas beaucoup retrouvé de commentaires d'élèves ou de bilan en fait sur l'activité, si ce n'est que de sa parole. Je sais que les élèves étaient plus impliqués, qu'ils avaient plus de curiosité aussi, parce que en art plastique, les sujets peuvent être très flous et pas forcément compris. Enfin, ils comprennent peut-être pas l'objectif en fait derrière les sujets d'art plastique. Mais avec le jeu, en fait, ils allaient demander, ils allaient s'intéresser à ça, et du coup, ils allaient mieux comprendre, et du coup, ils allaient mieux réussir et mieux s'impliquer. Et c'est les seuls retours que j'ai eus, mais je trouve que c'est déjà assez bien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les élèves ne vont pas être acteurs de la même manière. Certains sont très extravertis, ils vont trouver des facilités à mener le groupe, d'autres sont plus renfermés, ils vont plutôt écouter les avis, voire refuser de participer. Dans ce cas, il est important de mettre en place ce système de jeu de rôle après avoir appris à connaître les élèves. Les rôles distribués par le professeur, et donc le cadre aussi expliqué, devraient permettre une ouverture à une zone d'inconfort, entre guillemets, afin de mieux se confronter à la diversité d'un groupe. Quand je parle d'inconfort, je ne parle pas de mettre mal à l'aise l'élève, mais plus de s'ouvrir à des choses qu'il ne connaît pas forcément. Et ça passe notamment par le ridicule, par exemple, ou le cadre posé par le professeur, peut-être. Faites du ridicule, amusez-vous. Faites des choses comme vous le feriez avec des amis. C'est peut-être mal formulé, mais l'idée serait de les confronter en fait à des nouveaux comportements. Par exemple, un élève timide pourrait se retrouver meneur et porter ce rôle. En fait, c'est vraiment aussi de porter le rôle. Un élève extraverti il pourrait se confronter à un personnage avec des difficultés de communication. Et les élèves considérés, je mets des grosses guillemets, comme turbulents, se retrouveraient dans un rôle demandant une réflexion très
lente. Ce rôle porté par l'élève lui permettrait de se détacher de sa personne et devrait moins se braquer face à un potentiel échec. Il se sentira plus libre d'agir sous l'emprise d'un personnage et de se justifier derrière lui. De plus, parfois, il pourrait se retrouver contraint à faire quelque chose à cause de son personnage et non de sa propre volonté, dans le sens de la personnalité du personnage. Évidemment, pour le professeur, il est important de poser des règles strictes, comme on disait tout à l'heure avec le cadre, de bien l'expliquer et de désamorcer, pour ne pas perdre la dynamique du dispositif et du groupe, et de s'assurer aussi du bon déroulement des acquis. Maintenant, j'ai une autre question pour vous. En tant que connaisseur dans le jeu de rôle, quels seraient les événements troublants que des élèves pourraient créer en classe dans un jeu de rôle? Et quelles craintes auriez-vous en tant que professeur maître de jeu? La question est loin d'être simple. Moi, ce que je vais te répondre, je vais te faire une réponse en te posant une autre question. Enfin, plus ou moins. Je pense que les événements troublants, c'est pas tant une question de perspective rôliste que de perspective professorale. Parce que même si le cadre est le même, la structure qui englobe le cadre, qui est ce jeu, reste la même. Ça reste celle de l'école, ça reste celle de on est contraint d'être là. Malgré tout, le cadre reste là. Et même s'il y a des questions de renversement d'autorité partielle au sein du jeu, etc., la professeure reste tout de même toujours l'arbitre et peut toujours dire stop. Un comportement qui irait trop loin pourrait toujours être sanctionné et serait toujours sanctionné. Moi d'ailleurs, la question que ça m'a fait émerger, et je suis désolé de brasser des questions au milieu de réponses à des questions que je détourne en question, la question de l'agentivité qu'il y aurait au sein de tel jeu. L'agentivité en jeu de rôle, c'est la capacité qu'on a d'agir sur le monde de la fiction. À quel point est-ce que mes actes vont pouvoir avoir de la portée? Exemple, est-ce que je peux librement décider d'aller dans n'importe quelle direction? Et en fait, je me pose la question de à quel point est-ce que l'agentivité dans un jeu de rôle qui serait là à but éducatif peut exister? À quel point est-ce que justement l'élève est réellement capable de s'emparer du rôle et de prendre des initiatives? C'est justement quelque chose que j'aimerais voir avec les élèves directement, parce que j'ai pour projet du coup de créer un jeu de rôle avec eux, et donc cette chronique me permet aussi de me poser plein de questions pour préparer cette séance. Honnêtement, je n'ai pas de réponse parce que ça dépend des élèves en fait. Je vais faire comme tu m'as fait tout à l'heure, ça dépend, je pense. J'ai pris plein de notes pendant que vous discutiez. La première crainte que j'aurais, mais là c'est plus en tant que MJ que prof, ça sur la partie volontariat, parce qu'on est d'accord dans cette optique-là, les élèves n'auraient pas le choix total de participer a priori. Si, quand même. Parce que, alors, je vais mettre ça sur mon idée. Comme ça sera plus simple pour expliquer les choses. Ce serait des îlots de groupe. Et d'ailleurs, je ne serai pas particulièrement présente en tant que professeur maître de jeu. C'est-à-dire qu'ils vont être assignés à une mission, par îlot, par groupe de 5 ou 6. Et ils auront, du coup, chaque îlot des missions un peu en lien, parce qu'il y aura quand même de la communication entre eux, mais un peu en lien. En tant que MJ, moi j'ai alors moins l'habitude, même si c'est pas totalement vrai, que des gens se retrouvent obligés de participer à mes parties, parce que ça peut arriver malheureusement. Mais c'était ma première crainte, entre guillemets. C'est-à-dire que si un élève n'est pas du tout volontaire à porter un rôle, bah c'est pas grave, il sera pas évalué dessus de toute façon, c'est vraiment une activité ludique. S'il y a une évaluation d'ailleurs, parce que c'est pas obligatoire, ce serait plutôt sur vraiment la fin de la mission et les données récoltées par les élèves. S'il n'est pas volontaire de porter son rôle, il ne porte pas son rôle, il va quand même répondre à la mission et remplir sa petite fiche, je suppose. Parce que dans ce cas-là, c'est un manque de volonté de travailler tout simplement en classe dans le cadre scolaire. Moi, ce qui répond pas mal à ma première crainte, du coup, je trouve très bien. Ce que j'aurais du coup aussi assez peur spontanément, mais c'est comme en JDR du coup, c'est que des personnes tirent toute la lumière sur LE, c'est quelque chose d'assez difficile à gérer dans les parties. Mais si c'est par petits groupes et que c'est interconnecté, ouais, si, ça doit pouvoir se gérer, en tout cas se remarquer assez vite. Je sais pas trop, mais ce serait ma première crainte, qu'il y ait une personne qui mette tout le groupe à son service et dévoie un tout petit peu l'activité. C'est un problème qu'on rencontre en fait dans le cadre scolaire tout simplement aussi. Sans le jeu de rôle, dans les activités de groupe, il y a des élèves qui ont ce besoin de contrôler et c'est eux qui vont mener l'activité pour les autres. Et dans ce cas-là, dans le cadre scolaire, toujours sans le jeu de rôle, il y a plusieurs façons de faire déjà. Le fait de connaître les élèves, c'est savoir avec qui les mettre en groupe, mais aussi c'est une fiche de suivi des actions. Alors là, du coup, pour les élèves non volontaires, ça ne sera pas évalué non plus, mais il y a une fiche de participation, quelles actions ont été faites par quel élève, et dans ce cas-là, on se rend compte de l'implication des élèves, de pourquoi, et si on voit qu'il y a un problème et un déséquilibre dans les actions, il y a communication avec le groupe, et dans ce cas-là, généralement, ils n'ont pas de problème à dire,
cette personne-là a voulu tout faire. Dans ce cas-là, on discute des idées qu'ils ont eues, de ce qu'ils ont voulu faire, pourquoi ça n'a pas fonctionné, des choses comme ça. C'est quelque chose que j'essaye de faire en JDR, c'est que ces personnes-là, j'ai tendance à leur refiler du travail de plus traditionnellement MJ, en disant bah tiens, si tu veux, bah vas-y, tu vas m'aider à mettre en avant les autres, hein, et vas-y, un peu fourbe du coup, mais ça peut marcher pas mal. Hein. Des craintes que peut-être là, qu'il peut y avoir du coup enfin, pas une confusion, mais que la fiction rattrape la réalité et que les gens s'énervent et s'engrainent les uns les autres et que ça puisse avoir des conséquences en dehors du coup de la fiction. Mais là, pareil, c'est désamorcé par tout ce que tu as dit. Si tu les connais, si tu les places, a priori, il y a moins de raisons que ça puisse arriver. Mais du coup, tu disais, tu apprends à les connaître d'abord avant de distribuer les rôles. Est-ce que envisage de varier les rôles ou d'enfermer, entre guillemets, chaque personne dans un rôle prédéfini? C'est-à-dire, est-ce que je prévois les rôles avant, puis je les distribue plus tard, ou est-ce que j'adapte mes rôles en fonction des élèves? Alors, il me semble que tu as dit que dans l'idée, tu envisageais de les faire sortir de leur zone de confort. Hein. Donc, a priori, tu leur donnerais des rôles, mais tu les ferais varier au fur et à mesure. Par exemple, la personne qui essaie de contrôler le groupe, tu la mettrais pas à chaque fois dans une position de lead, mais que tu la pourrais essayer de le faire varier, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ouais. Le but, c'est du coup qu'ils découvrent d'autres aspects, d'autres personnalités, et qu'ils s'imprègnent un peu de ces personnalités aussi, liées à la diversité. Ça peut être aussi quelque chose lié à des projets contre le harcèlement, ça peut être lié à beaucoup de choses par la prise de rôle. C'est quelque chose dont on a beaucoup parlé avec Taros, le fait de partager les rôles et de les faire distribuer au sein d'un groupe, du coup, et notamment sur la prise de notes, le suivi de plein de choses, enfin, d'essayer de répartir tous les rôles MJ, et du coup, je trouve ça très intéressant d'avoir ton point de vue à mes versions classe, du coup. Si, est-ce que le timing, du coup, ce serait sur l'espace d'un cours, sur l'espace de plusieurs cours, ou de Je plusieurs activités extra, du coup? Je pense que ça se fait sur plusieurs séances, même sur... En fait, ça dépend en fait de l'activité. Parce que ça pourrait très bien être 1 ou 2 séances. Parce que les séances d'art plastique en collège, c'est qu'1 heure. Au lycée, c'est un peu plus long, mais pas énormément. On n'a pas énormément de temps en art plastique, ni en projet à côté. Donc ce serait 1 ou 2 heures. Ça pourrait très bien en fin d'année pour revoir, par exemple, les références qu'on a vues en classe et par des systèmes d'énigmes, d'exploration, tout ça, ils trouvent des indices, ils doivent renoter des œuvres qu'ils ont vues dans l'année. Mais ça peut très bien être aussi, comme le système de mon professeur, sur 2 années complètes, à chaque séance, dans un contexte prédéfini. La façon dont tu as un peu présenté les choses me fait penser à un truc qui se fait en recrutement. Mais attention, ça m'y fait penser, mais il y a des différences très énormes. J'avais une prof de communication qui nous avait fait faire des exercices de recrutement. Et ces exercices, je sais qu'ils ont été appliqués quelques années après par des grosses boîtes dans le coin. Il y a un des exercices qui prend tout ce que tu as présenté, mais qui le dévoie totalement, où dans l'idée, c'était de forcer des gens à travailler ensemble, de les plonger dans une fiction, c'est vous êtes sur une île tropicale, vous devez vous démerder avec ce que vous avez sur vous. Un des twists, entre guillemets, c'est que la personne à l'aise qui va leader le groupe et tout, quand elle s'apprête à présenter le rendu final, bah, l'exercice prévoit de la saborder totalement pour la déstabiliser puis mettre les autres, les jeter dans le feu. Donc ça fait tout l'inverse de, de tout ce que tu as défendu, mais je sais que ça se fait en recrutement et c'est assez terrible. Hein. Un exercice de l'île tropicale. J'en avais fait une partie de JTR sur ce truc. Bah, je savais pas du tout que ça existait. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était juste un exercice qu'on avait fait, mais j'ai vu des reportages sur une grosse boîte qui avait ouvert à Strasbourg qui avait fait ce genre de choses. Et j'étais là genre, ah, mince, c'est réel. Pour revenir justement sur les propositions que tu avais, je trouve que justement la libre participation que tu décris, elle désamorce énormément de choses, et notamment ce que je vais appeler l'effet îlot anglais. Je pense que ça parlera à beaucoup de monde. C'est on fait du travail en îlot, en anglais, là où le prof vous signale à chaque fois, surtout, vous parlez en anglais, quand vous parlez entre vous. Et donc, du coup, on a cet effet de, dès que le ou la professeur est loin, ah, ça parle full français. Par contre, dès que la figure d'autorité se rapproche, ah là, ça file droit et ça bafouille 3 mots d'anglais à la suite, quoi. C'est le niveau 0 du jeu de rôle, mais malgré tout, c'est ça, c'est mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui parle anglais. On n'a pas de rôle plus que ça, mais pour autant, il y a un début de truc de... ne parle pas comme tu le fais habituellement, parle dans une autre langue.
étant donné que ce n'est pas libre, il y a des gens qui cassent en dehors, et il y a plein de dynamiques intéressantes à étudier qui s'y passent, parce qu'il y a celles et ceux qui essaient quand même de tenir cette dynamique-là, même quand la prof est loin, sauf qu'il y a les autres qui regardent un petit peu de travers en mode « tu peux parler français ». Et en fait, si t'as la liberté ou non d'entrer dans le jeu, déjà, si t'as pas envie du tout d'entrer dans le jeu, tu rentres pas dans le jeu. Et au-delà de ça, surtout, je pense que contre-intuitivement, ça fera rentrer plus de personnes dans le jeu. Parce que justement, elles seront libres d'y aller. Il y a plein de dynamiques parmi les élèves qui sont de l'ordre du résistance contre une autorité. Donc si on me force quelque chose, je vais pas forcément m'inscrire dans cette chose. Est-ce que tu connais, du coup, Bloop, le rôle de facilitatrice en JDR, hein, Pas du tout. un espèce d'entre-deux entre les jeux avec MJ et les jeux sans MJ, avec une personne qui est là pour présenter les règles, mais pas pour assumer le rôle de MJ et de faire rentrer les autres dans le jeu, du coup. Je trouvais ça intéressant de rapprocher ça avec ce que tu présentais. C'est un peu ce rôle-là, du coup, que le professeur aurait. Alors, toujours vous, en tant qu'élève, je demande de ramener des souvenirs. Si l'activité n'est pas évaluée, est-ce que ça va jouer quelque chose sur l'implication? Malheureusement pour moi, oui, je pense. Alors, peut-être dans les deux sens, mais selon les personnes avec qui je suis dans le groupe, si c'est évalué ou pas, moi, à l'époque, je pense que ça aurait pu induire sur on fait les choses bien ou on fait le strict minimum, hein. Mais potentiellement les deux, et peut-être même les deux d'un cours à l'autre. Mais je pense que pour moi, si c'est évalué, ça modifie un peu les choses, hein. Pour moi, si c'est évalué, c'est source de stress. Contexte dans lequel j'étais où il y avait vraiment une pression à la performance énorme. Et du coup, le moindre segment qui était noté devenait quelque chose de... Ça devenait un péril mortel, quoi. Et donc, du coup, les activités qui étaient en dehors, qui étaient pas évaluées, justement, j'avais plus de latitude à faire des choses dans lesquelles je m'impliquais, dans lesquelles je m'investissais. Au contraire, justement, parce que je savais que les choses qui étaient évaluées, fallait aller droit à l'objectif, remplir la grille des attentes, au moins ça, mais seulement ça. C'est-à-dire pas de prise de risque, parce que prise de risque égale possibilité de perdre des points, mais pas en dessous de la limite de ce qui est demandé, parce que sinon on risque aussi de perdre des points. Tu disais que tu voulais leur faire créer un jeu de rôle. Est-ce que tu peux ou est-ce que tu veux nous en dire plus? J'aime. Mais j'ai beaucoup de questions plus que de réponses, parce que, alors, dans le contexte, quand même, je vais passer un contexte. En master actuellement, j'ai une option qui s'appelle théâtralisation, où j'ai un projet à monter pour l'année à venir avec mes élèves, qui est de faire de la théâtralisation, de la théâtralité, dans un sens, avec eux, mais de la forme que je veux. Comme le jeu de rôle m'intéresse quand même assez, j'aimerais bien mettre en place un projet comme ça de jeu de rôle avec mes élèves, avoir leur retour et possiblement du coup participer à des projets avec d'autres professeurs, ce qui me donnerait beaucoup d'expérience. Très personnelle d'ailleurs, qui ne serait c'est pas du tout évalué dans mes capacités de professeur, mais ça me donnerait de l'expérience. J'ai ce projet, pas évalué du coup, comme je l'ai dit. En tout cas, en fonction des élèves, mais le jeu en lui-même ne sera pas évalué. Les objectifs peut-être. Mais je ne sais pas comment l'aborder avec eux, mais déjà la discussion du cadre qu'on a eu ensemble et du fait de désamorcer aussi, ça m'a déjà donné beaucoup d'informations à mettre en place. J'ai un peu cette volonté en fait de créer une relation avec les élèves qui n'est pas très stricte comme la normale des professeurs, on pourrait dire. J'ai envie que les élèves s'amusent dans mon cours. J'ai envie qu'ils soient plus libres d'agir. Déjà en art plastique, c'est le cas. Que ce soit pas de prise de tête. Et je pense que le jeu de rôle, il peut amener ça aussi. Si tu as plus de questions, je suis ouverte à en débattre. Mais là, j'en ai pas qui me viennent en tête. C'est pas tant une question que ce que j'ai imaginé quand tu parlais de plusieurs îlots avec des objectifs connexes et tout. Moi, j'ai imaginé pendant un instant une classe de X personnes qui allait se répartir la création d'un jeu entre un groupe qui allait gérer les règles, un groupe qui allait gérer le cadre, un groupe qui allait faire l'illustration. Je sais pas, je trouve ça rigolo de capitaliser du coup une classe. J'aimerais beaucoup, parce que le projet de jeu de rôle d'ailleurs, là je vais le faire dans le cadre de mon option, mais si ça fonctionne bien et si je vois que les élèves, ils ont quand même des bons retours vis-à-vis de l'activité, ou même s'il y a des problèmes, évidemment un professeur c'est censé se remettre en question et toujours se former, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup refaire en général. Ça peut être sur des périodes juste avant les vacances scolaires, parce que les élèves ils ont plus de mal à se concentrer, ça peut être aussi par projet, parce que les portes ouvertes des collèges et donc présentation de projet et donc fierté des élèves aussi. Donc ça pourrait être aussi de la création de jeux, de lieux, de contextes, de personnages, d'illustrations, de décors, pourquoi pas même de costumes, à voir. Il y a des jeux de rôle courts en quelques pages. Je me dis, ça peut être un projet super cool à présenter. Genre, avec notre classe, on a créé
tous ces jeux, tous ces costumes. Ce serait génial. Et puis qu'il y ait des élèves volontaires aussi aux portes ouvertes pour venir faire maître de jeu pour ceux qui ce serait génial. Merci pour votre visionnage, j'espère que celui-ci vous aura apporté quelques pistes de réflexion. Si jamais vous le souhaitez, vous pourrez retrouver sur Twitch cette émission afin de pouvoir participer activement au débat, et il ne me reste plus qu'à vous dire à une prochaine fois.